D'abord, je voulais remercier beaucoup Montaigne Patrimoine de nous avoir tous réunis ici, en particulier Louis-Alexandre, qui a toujours la façon de transmettre des concepts compliqués avec simplicité ou de faire vivre un vin simplement en lui donnant, en utilisant les bons mots. Donc, je suis partenaire dans Realty avec mon frère et je suis partenaire avec lui depuis maintenant de nombreuses décennies. Et on vient du monde immobilier. Notre premier job, c'était l'immobilier. On a construit un portefeuille immobilier au Canada. Nous sommes Canadiens. Puis après, on s'est lancé dans l'immobilier aux États-Unis. Dans l'immobilier résidentiel, c'est quelque chose qu'on connaît bien, dans lequel on a grandi. En 2011, on a découvert, un peu par hasard comme tout le monde à cette époque, Bitcoin, et on s'est renseigné dessus, on s'est mis à miner un petit peu par curiosité, et on s'est pris de passion après avoir lu justement le white paper de Satoshi dont on a parlé ce matin. Nous sommes devenus très rapidement des mineurs industriels aux États-Unis. On a créé la première ambassade Bitcoin du monde, et très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui est intéressant dans Bitcoin, c'est la blockchain, et que la monnaie, qui était la volonté réelle de Satoshi au début, n'est qu'une application de la blockchain, et que la blockchain peut faire beaucoup d'autres choses. Et évidemment, venant du monde immobilier, la première chose qu'on voulait, c'est comment est-ce qu'on pourrait utiliser la blockchain pour l'immobilier. Et pour pouvoir faire quelque chose, il faudrait déjà qu'on puisse programmer cette blockchain, puisque c'est une blockchain, c'est de l'argent programmable. Seulement voilà, à l'époque, combien même on pouvait en rêver, programmer la blockchain de Bitcoin est très difficile. Il n'y a pas de ce qu'on appelle Turing language, c'est assez compliqué. Et donc, des efforts de scripting language ont été faits, ça a mené nulle part. Et finalement est apparu Ethereum. Et avec Ethereum est apparu les contrats intelligents, ce qu'on appelle les smart contracts. D'un coup, pouvoir faire de l'immobilier ou investir dans de l'immobilier avec la technologie devenait imaginable, devenait possible. Mais il n'y avait pas l'aspect juridique. On peut créer quelque chose sur blockchain, on peut dire c'est de l'immobilier. Encore faudrait-il que, lorsqu'on dit c'est à moi, que ce soit reconnu par les instances juridiques en tant que tel. Alors, je peux créer un token et dire c'est de l'immobilier, mais si jamais personne ne le reconnaît, ça ne sert à rien. C'est que ma promesse, elle ne vaut rien. En 2018, aux États-Unis, et aux États-Unis, les choses se font souvent par précédent juridique, il y a eu un cas où quelqu'un avait des tokens qui devaient représenter des parts d'une société, d'une LLC, et il s'est retrouvé devant les tribunaux. Et les tribunaux ont reconnu que son token était effectivement un contrat et qu'il était donc réellement détenteur des parts de cette LLC. Donc c'est l'équivalent d'une SARL. C'est ce précédent qui a tout changé. Parce que d'un coup, la tokenisation d'actifs, donc de sociétés, était devenue possible, puisque c'était reconnu juridiquement. De là, c'est en 2018, il n'y a qu'un pas à faire. On prend un bien immobilier qui est acheté par une société et on tokenise les parts ou les actions de cette société. Aussi simple que ça, aussi direct que ça. Donc on devient détenteur de cet immobilier par l'intermédiaire de cette société. Donc on fait de l'investissement immobilier en faisant de l'investissement de valeur mobilière. C'était ça la structure de base. Et en février 2019, donc quelques mois après, Realty est né. Sur la base de tokeniser de l'immobilier, l'investissement immobilier, de démocratiser l'investissement immobilier à partir de petites sommes sur des actifs spécifiques. On choisit le bien immobilier dans lequel on veut acheter et de créer cette liquidité. À cette époque, on ne parlait pas vraiment encore de Web 3. Le Web 3, c'est un mot qui est survenu un peu plus tard dans l'année 2019 grâce à Uniswap. On parlait surtout, on ne parlait pas de finances décentralisées, on parlait beaucoup de blockchain, on parlait beaucoup des promesses qu'il allait avoir en développant des protocoles sur cette blockchain. Mais quel est le propre même de la blockchain? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle autant? Avant, quand l'Internet est apparu, donc Web 3, parce qu'il y a eu Web 1, Web 2, aujourd'hui c'est Web 3, c'est quoi? Le Web 1 au début, c'était simplement on ouvre l'information à tout le monde. Internet, on se connecte, on a de l'information. Web 2, c'est les réseaux sociaux, c'est l'interaction.
Web3, ça va être quoi? C'est l'échange de propriétés. Quand je vous envoie un bitcoin, moi, je ne l'ai plus. Si moi, je vous envoie un email, je le garde, l'email aussi. Vous l'avez. Mais si je vous envoie un bitcoin, moi, je ne l'ai plus, vous l'avez. C'est l'échange de propriétés. Et bien ça, c'est fondamental pour rendre l'immobilier tokenisé liquide. Donc, on peut changer de propriété grâce à la tokenisation sur blockchain. Est-ce que c'était une nouvelle idée à l'époque? Est-ce que c'était révolutionnaire? L'idée existait depuis 2013. Tout le monde essayait d'en faire. Il y a eu des tentatives, il y a eu plein d'annonces. Il y a eu plein de structures qui ont été créées aussi parce qu'il y avait ce désir de pouvoir profiter pleinement des avantages de la blockchain sans être soumis aux régulateurs. Toujours important de dire, je suis un token cryptographique, donc j'ai une utilité, et donc je ne suis pas une valeur mobilière, et donc je ne suis pas soumis à la SEC. Donc c'était la SEC à l'époque qui, je vous assure, est toujours très féroce, et même si en Europe on parle des AMF, SCPR ou je ne sais pas quoi, la SEC, ils savent y faire. Et quand on leur dit bonjour, c'est l'avocat qui parle. Donc les idées étaient là. Il y a eu plein de structures qui ont été faites par des montages un peu rocambolesques parfois, mais des fois assez directs pour dire nous sommes des utility tokens et donc vous ne pouvez pas nous contrôler. Il y a eu des offres plus ou moins sérieuses qui ont été faites, mais au bout d'un certain moment, il y a le régulateur, la SEC, qui envoie une petite lettre d'amour qui dit « Comment est-ce que tu as fait ça comme ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça ?» Et rapidement, ils se sont tous éteints. Ce que Realty a fait de différent, c'est que Realty, dès le jour 1, a dit « Non, on est une valeur mobilière. On tokenise une valeur mobilière pour faire de l'investissement immobilier. On est soumis à vos règles. » Nous avons donc créé un département de compliance. On a travaillé avec des avocats de classe A. Ça a été beaucoup d'investissement et de travail. Mais on a réussi, by and large, à faire des opérations qui restaient modestes et petites, mais dans les règles et dans les clous, avec quand même des zones par moment de complexité sur la comptabilité, la fiscalité, tout ce qu'on veut, mais on était au tout début. Et la proposition, c'était de pouvoir faire quoi, justement? Quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier pouvait d'abord le tester, et en France, tout le monde sait qu'on grandit avec en tête investir dans la pierre, ce qui n'est pas nécessairement le cas aux États-Unis ou au Canada. On grandit avec investir dans son portefeuille boursier. Donc, de pouvoir le faire à partir de $50, de commencer petit, à son rythme, d'avancer, de pouvoir le revendre, donc la liquidité, parce que quand on fait un investissement immobilier, on l'a acheté, d'accord, encore faut-il pouvoir le revendre quand on en a besoin, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on a cette promesse, entre guillemets, il n'y a pas de magie, attention, mais il y a cette promesse de liquidité, qui est cette notion, je devrais dire, de liquidité, donc accessibilité, liquidité, possibilité d'avoir des revenus réguliers, passifs. C'est quand même le concept de revenu passif, surtout quand ces revenus sont composés dans le temps, c'est une arme surpuissante et qui est souvent laissée de côté en faveur d'un profit in fine dans 10 ans. Alors que le revenu composé, le revenu passif, quand on peut le composer, ce que la blockchain permet, justement, on le fait chez Realty, et ben dans le temps, ce sont des sommes qui surprennent. Et on peut se surprendre au bout de 10 ans en disant « Wow, c'est à moi ça ?» alors qu'on n'a pas senti la douleur de l'investissement parce qu'on a investi des petites sommes régulièrement. C'est là qu'est le but. Donc, on a investissement passif, accessible, liquide, sans administration lourde. Donc, on enlève tout le côté anxiogène. Évidemment que la tokenisation immobilière séduit. Évidemment que tout le monde veut le faire. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas partout dans le monde déjà aujourd'hui? Puisque ça fait quand même 4 ans maintenant aujourd'hui que Realty existe. 2 points. Première, technologique. Il faut quand même avoir un wallet et savoir connecter son wallet. Et il y a des gens, et on l'a vu même dans le onboarding de Realty, ils sont intéressés par l'investissement, ils font le KYC, ils font le truc, ils font le machin, et au moment de connecter le wallet, ils drop. Fini. Donc, première chose, la barrière technologique. La réponse à ça, c'est, Realty l'a déjà adressé avec le walletless wallet,
Et de toute façon, aujourd'hui, quand vous envoyez un email, vous ne regardez pas le protocole. Vous ne savez pas que vous envoyez, que vous utilisez le protocole SMTP ou IMAP ou je ne sais pas quoi. Vous envoyez un email, c'est tout. C'est exactement ce qui va se passer avec la blockchain. La blockchain sera là, vous l'utiliserez et ça sera complètement obfusqué par l'interface utilisateur. Donc c'est un problème qui disparaît, qui est en train de disparaître. Le deuxième, le problème de la régulation. Et ça, elle n'est pas la beauté de la technologie quand on investit dedans, c'est que la technologie, quand on investit dans Silicon Valley, dans une boîte, sa technologie, c'est la même en Europe, c'est la même en Amérique du Sud, c'est la même en Asie, c'est la même en Afrique. Certainement pas la régulation. Ce n'est pas exportable. Donc, une fois qu'on a fait tout le travail d'investissement, de compliance, d'avoir ce département en place et qu'on a tous les formulaires et qu'on a enfin réussi à le faire, dès qu'on veut aller ailleurs, le faire ailleurs, il faut recommencer à zéro, à nouveau. Et en plus de ça, si jamais, et le but quand même de la tokenisation, c'est d'avoir un marché international, non seulement il y a l'origine de l'immobilier qui compte, puisqu'on fait des valeurs mobilières qui viennent d'un pays, donc c'est régulé, mais en plus de ça, si on commence à avoir une activité assez importante dans un pays donné, eh bien, on doit être en règle aussi avec ce pays, même si les valeurs mobilières viennent d'un autre pays. C'est normal, chacun protège sa juridiction. Donc, il y a des exemptions, il y a des façons de démarrer en douceur. Chaque pays permet certaines choses, mais il faut les étudier, il faut les coder, il faut les mettre dans le smart contract ou il faut les contrôler au niveau du back-office. Mais heureusement, en Europe, il y a cette harmonisation juridique. Ça permet de faire l'étude une fois et on a toute l'Europe. Aux États-Unis, on le fait une fois, on a tous les États. En Asie, ce n'est pas vraiment le cas, en Amérique latine, ça ne l'est pas du tout. Mais la possibilité aujourd'hui d'imaginer qu'un investisseur français puisse acheter en quelques clics de l'immobilier aux États-Unis existe avec Realty. Demain, vous pourrez acheter un bien en Amérique latine. Après-demain, une personne à Bombay pourra acheter de l'immobilier en Angleterre. Et on pourra même, dans un futur un peu plus lointain, dire « Moi, je crois que l'immobilier dans cette ville va baisser. Je crois que l'immobilier dans cette ville va monter et faire des paris à la hausse ou à la baisse. » Et ça va arriver. Alors, il y a des montages spécifiques selon les juridictions. Il y a des montages fiscaux selon les juridictions. Et après, le but, c'est de tokeniser tout ça et le rendre liquide. Jean-Marc, il est très discret parce qu'il n'a pas cité exactement son offre et en quoi elle est très innovante. Mais simplement, il faut retenir que vous pouvez commencer à investir des 50 euros. C'est-à-dire, je peux choisir une maison. Si j'ai toutes les semaines une maison qui vient ou un immeuble qui vient sur la plateforme, je peux investir toutes les semaines 50 euros ou 50 dollars exactement. C'est effectivement sur la blockchain. Donc, en fait, pour comprendre dans la blockchain, c'est la désintermédiation, la décentralisation. Et donc, si je suis désintermédié, décentralisé, j'ai très peu de frais. Donc, j'ai un revenu hebdomadaire. C'est deuxième innovation importante. Et puis, en plus, on est en décentralisé. Et c'est là où je te laisserai rebondir pour ta un dernier petit commentaire. Comme on est décentralisé, le plus dur, c'est quoi? C'est de mettre en place l'architecture qui permet de le faire sur un bien immeuble. Mais demain, tu vas peut-être imaginer, ou peut-être que ça a déjà été fait, tokeniser autre chose, comme par exemple du mining, puisque ton infrastructure, elle est là. Et c'est là où tu es encore plus innovant par rapport à ceux que l'on vient d'aborder. Donc, je te laisse rebondir pour la conclusion sur cet aspect-là et peut-être d'autres évolutions. Alors déjà, sur les intermédiaires, la blockchain amène à la désintermédiation, certes. Je ne pense pas toutefois que les intermédiaires vont tous disparaître. Le notaire va rester et l'agent immobilier aura toujours sa fonctionnalité. Leur métier va évoluer. La façon dont ils se font payer va changer. Mais leur utilité, leur fonctionnalité, je pense, resteront. En ce qui concerne ensuite la possibilité de mettre autre chose que de l'immobilier, effectivement, puisque c'est une valeur mobilière, c'est une société. On a mis un immeuble dedans. On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre de l'art, on peut mettre des diamants, on peut mettre de l'or, on peut mettre du mining, des machines qui minent des bitcoins. Donc, au bout d'un moment, ça se fait. Mais ça se fait toujours en valeur mobilière dans ce schéma. C'est pas si cool que ça, c'est bien. Ce qui serait mieux, c'est qu'on puisse, d'entrée de jeu, tokeniser des biens à même la blockchain.
Par exemple, pour l'immobilier, ce serait quoi? Ce serait que l'immeuble soit sur le cadastre, que le cadastre même soit sur blockchain et soit tokenisable directement. Ça créerait peut-être un enfer administratif ou d'autres choses, mais au moins, ce serait une avancée. Et je pense qu'on va y arriver. Il y a encore un peu de logistique, on va dire, dans la promesse, mais on va y arriver. Et ça va apparaître, à mon avis, pour toutes les classes d'actifs aussi. Et d'ailleurs, on le voit avec les NFT qui amènent des choses, et même des titres de propriété maintenant entières. Alors, quand je parle de realty et je parle de tokenisation, on parle de fractionnalisation aussi de l'immobilier. Mais attention, aujourd'hui, il est possible d'acheter de l'immobilier en NFT, Roofstock le fait. En NFT, c'est le titre de propriété est un NFT. On vous le transmet, vous l'avez. Alors, vous avez aussi le contrat juridique à côté qui est tamponné. On va aborder les NFT juste après. D'accord. Ensuite, donc, il y a le marché secondaire. Effectivement, aujourd'hui, Realty vous propose un token. Vous l'achetez, vous l'avez, il est à vous, vous pouvez le revendre et vous recevez des trucs. Vous le revendez comment? Marché primaire, ça veut dire qu'il faut faire une rédemption, puisque c'est une valeur mobilière. Pour le prendre, c'est long, ça a des coûts administratifs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a aussi, puisque c'est sur blockchain, la possibilité de revendre sur un marché secondaire. Un marché secondaire, c'est quelque chose de très compliqué juridiquement. C'est là qu'est l'os. C'est-à-dire que, puisque c'est une valeur mobilière, on peut pas simplement... Moi, j'ai une action, je peux pas vous la vendre comme ça, je dois passer par un exchange qui valide les choses, et cet exchange doit être régulé. Comment est-ce qu'on a fait à Realty pour avoir un marché secondaire? Bon, ben, ça a été toute une dynamique avec des compagnies spécialisées dans la compliance et les régulateurs. On a trouvé une sorte d'entente, et Realty le propose de deux façons. C'est-à-dire, d'abord, on l'a fait sur les peer-to-peer networks, c'est-à-dire de gré à gré, une sorte de tableau d'affichage sur stéroïdes, et jusqu'à ce que Realty crée sa propre plateforme de gré à gré, qu'on appelle le YAM, You and Me, où vous pouvez échanger ces tokens sans passer par Realty. Donc, c'est gratuit. Vous n'avez même pas de frais. Une transaction sans frais et immédiate. C'est quand même assez incroyable. La deuxième chose que vous pouvez faire avec un token aujourd'hui chez Realty, et vous allez voir maintenant la puissance de ça, et je vais finir avec ça, c'est l'immobilier. Quand on investit dans l'immobilier, quelle est la magie de l'immobilier? C'est qu'on peut avoir un crédit, c'est qu'on peut avoir un effet de levier. Or, effet de levier, tokenisation, comment ça va passer? Si la banque rappelle, si ceci, si cela, ça devient compliqué. Donc chez Realty, on a dit que tous les immeubles seront achetés cash, comptant. Il n'y a pas d'hypothèque. Ok, super, mais dans ce cas-là, on enlève tout un pan de l'investissement immobilier qui est quand même super intéressant. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre token, on a créé une plateforme de collatéralisation. C'est-à-dire que vous prenez votre token, vous allez le staker sur cette plateforme et vous pouvez emprunter contre votre token. La maison, elle n'est pas à risque. Votre token l'est. C'est un choix que vous faites. Vous empruntez contre et avec, vous allez acheter d'autres tokens. Et que vous restakez, et avec ça, vous empruntez à nouveau pour acheter d'autres tokens. Et là, d'un coup, on voit la puissance que la blockchain amène. Et ça n'est que le début. Imaginez maintenant que tout ce qu'on appelle la finance décentralisée, ce sont des petits Legos. Ce sont des protocoles qui apparaissent, qui sont des Legos open source, qui sont bien vérifiés, qui évoluent. Et après, c'est comment est-ce qu'on assemble ces Legos pour créer un service où une rentabilité de 7% peut en aboutir rien qu'avec ce montage à une rentabilité de 12%. Realty cherche depuis plus d'1 an à se développer en Europe, et je tourne, et je pensais plusieurs fois avoir la solution. Et en tournant, je rencontrais des gens dans l'immobilier ou des caractères qui exprimaient un intérêt dedans. Il y en a eu beaucoup. Il y en a un que j'ai rencontré vraiment par ses recherches et par les appels communautaires, qui est Mehdi Zouari, qui a montré une volonté et une force particulière et un entêtement dans la chose que j'ai retrouvé remarquable. Et par des posts LinkedIn, de la qualité de ces posts, j'ai rencontré Guillemette, avec qui nous avons échangé, et je me disais quand même que le jour où Realty devrait être en France, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose avec l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Sans que je le sache, ils se sont rencontrés, et ils ont créé ensemble Atoa, qui a une autre proposition, et peut-être différente de la nôtre, mais s'il y a une chose que je sais, c'est que parmi beaucoup de projets qui arrivent, on mise aussi sur les équipes, et s'il y a une chose que je sais, c'est que moi, je serais prêt à miser sur Mehdi.
Donc bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai cofondé Atoa.io avec Guillemette qui est juste au milieu de la salle et on est à votre disposition sur le stand si vous avez des questions pointues sur le sujet. Effectivement, nous on s'est attaqué au sujet de la tokenisation immobilière en utilisant un outil juridique qui est la fiducie sûreté, qui pour nous assez inexplicablement est un outil qui s'est beaucoup développé chez nos voisins. En Allemagne et en Suisse, c'est très répandu. Ça n'a pas encore vraiment pris en France, pourtant c'est un outil qui date de 2007 dans la loi française. Et en fait, la fiducie sûreté, c'est quoi? Je vais l'expliquer de deux façons. Une première pour les crypto-enthousiastes et une deuxième pour ceux qui sont moins familiers. Pour les crypto-enthousiastes, c'est très simple. Une fiducie, c'est un véhicule juridique qui est administré par quelqu'un qui est un fiduciaire, qui est un tiers réglementé. Et moi, je considère qu'une fiducie et un fiduciaire, c'est la version vivante d'un smart contract. Ça fonctionne exactement de la même façon. Et donc, pour nous, c'était un clin d'œil et une fierté, finalement, d'avoir un modèle qui repose sur un smart contract vivant et un smart contract dans la blockchain. On trouvait que c'était très cohérent que les deux aillent ensemble. Voilà. Et pour ceux qui sont moins familiers, une fiducie, c'est un véhicule juridique auquel on peut transférer la propriété d'actifs. Donc, on peut y transférer de l'immobilier, on peut y transférer une voiture, on peut y transférer de l'or, vraiment ce qu'on veut. Et donc, ce véhicule a ses règles. Donc, il y a un contrat de fiducie qui explique s'il se passe tel événement, alors voilà ce qui doit se produire. Par exemple, si l'émetteur Atoa disparaît, alors il faudra vendre les biens immobiliers et rembourser les porteurs de tokens. Voilà, c'est un exemple de règle qui se trouve dans notre contrat de fiducie. Et donc, ça donne un droit extrêmement fort aux porteurs de tokens sur l'actif, puisque une fois qu'on a transféré l'actif à la fiducie, on ne peut plus y toucher. C'est que comme le smart contract qui part sur la blockchain, la fiducie, une fois qu'elle est lâchée dans la nature avec ses règles de fonctionnement, elle va séquestrer l'actif. Et tant que les bénéficiaires, donc nos clients, ne disent pas on la dissout pour vendre le bien ou autre, le bien reste ad vitam propriété de ce véhicule sur lequel nos clients ont les droits. Donc finalement, pour nous, ça a été une façon de transférer ce que nos avocats fiduciaires appellent une quasi-propriété, donc un droit extrêmement fort sur les biens. Ils ne sont plus à nous, donc contrairement au modèle royalties, on ne peut pas faire n'importe quoi sur les biens parce qu'ils sont notre propriété. Voilà, et donc notre jeton porte finalement ces deux droits, le droit au cash que le bien génère et le droit sur l'actif via la fiducie sûreté. Je pense que... Là, c'est bon, parfait. Je pense qu'il y a un point qui est assez important de définir, qui est celui du jeton que vous utilisez. Donc juste pour clarifier, pour que ce soit clair pour tout le monde, aujourd'hui on a deux types de jetons. Alors les NFT sont un peu à part, mais c'est des jetons. On a d'un côté les utility tokens, donc qui sont des jetons de service, des jetons d'utilité. Bitcoin est un utility token. Tous les jetons d'ICO sont des utility tokens, donc c'est ceux qui vont être utilisés à l'intérieur d'un écosystème qui vont pouvoir faire office d'échange et avoir une valeur marchande. De l'autre côté, on a les security tokens qui, pour les définir le plus simplement possible et de la manière la plus compréhensible possible, ce sont des tokens qui encapsulent un sous-jacent. Alors le sous-jacent, il peut être immobilier, ça peut être de la dette, ça peut être un produit financier. Mais en tout cas, on a ces deux types de tokens et du coup qui ne sont pas du tout les mêmes d'un point de vue de la loi. On a d'un côté un crypto-actif, donc qui est born and raised sur la blockchain, et de l'autre, on a un actif qui est sur la blockchain, mais qui vient du monde réel et qui doit répondre à un certain nombre de règles. Et vous avez aussi essayé d'innover sur ce sujet-là. Alors, c'est tout à fait exact. Donc, pour être précis sur ce point-là, alors déjà, technologiquement, c'est la qualification juridique du jeton qui fait que c'est un security ou un utility. Donc c'est finalement c'est pas la façon dont vous allez le créer qui va le déterminer, c'est ce que le régulateur va en dire. Donc, on décide pas tout seul ce que l'un ou l'autre. Juste pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, retenez qu'un token ou un jeton qu'on appelle utility, il donne droit à un service, alors qu'un jeton qui est un security, il donne droit à un titre comme un prêt ou une action, une obligation. Vous voyez, c'est un usage d'un côté, et de l'autre côté, c'est un titre. C'est pour ça qu'on parle de security, qui est anglais, pour dire que c'est un titre, une action, une obligation. Voilà pour cette petite précision. Merci pour cet intermède. Et, parfait enchaînement, du coup, vous n'êtes pas sous le même régime régulatoire.
un utility token en France, c'est régulé par le PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, qui est une régulation. Si vous émettez un security token, vous êtes régulé par la régulation du sous-jacent. Si votre security token embarque une obligation, la régulation qui s'applique à vous, c'est celle des obligations. Il n'y a pas de régulation particulière parce que c'est dans un security token. Si c'est une action, même chose. Voilà. Donc, les deux sont régulés, mais pas sous le même régime. Et donc, nous, on a voulu construire un utility token parce que ça nous amène de 2-3 petites choses que je vais vous expliquer. Et donc, qu'est-ce qui nous permet d'aller demander que ce soit considéré comme un actif numérique? C'est que justement, contrairement à un titre de propriété, une action ou une obligation, être bénéficiaire d'une fiducie, c'est un droit. Donc, c'est compatible avec le utility token. Encore faut-il que le régulateur soit d'accord avec nous. Voilà, mais notre argumentaire est tourné autour de ça. Les différences principales que ça fait, alors je vais en choisir 2 pour l'illustrer. La première, c'est que quand vous êtes un security token, vous n'avez pas le droit de faciliter un marché secondaire entre vos clients. Donc, on peut mettre un tableau d'affichage. Jean-Marc en a parlé rapidement tout à l'heure. Mais on ne peut pas prendre les tokens du client A, prendre l'argent du client B et faciliter la transaction. Alors que sur un utility, on peut. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que, alors ça, c'est plutôt pour les gens qui viennent de la crypto. Quand on achète un utility token avec de la crypto, c'est considéré comme un échange d'une crypto contre une autre crypto. Alors que quand on vient acheter un titre financier, une valeur mobilière, c'est un fait générateur d'impôts. Donc, ça permettrait, alors rassurez-vous, hein, on est toujours fiscalisé à la sortie, c'est pas magique. Mais ça permet éventuellement pour des gens qui veulent diversifier un portefeuille crypto avec des tokens immobiliers, de pouvoir tester, éventuellement ressortir et que ce soit transparent fiscalement. Voilà. Donc ça amène essentiellement ça. Et après, voilà, par contre, la réglementation qu'on demande n'est pas la même. Donc nous, aujourd'hui, on est dans des démarches d'enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques ou virtuels ou MiCA, suivant l'horizon auquel on se projette. Et alors, si demain, je veux acheter un token à toi, comment est-ce que je fais? Alors, la plateforme est conçue pour ma mère. Voilà, ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Elle est voilà, je plaisante à peine. Et d'ailleurs, quand on voit les transactions de notre première opération, on a vraiment touché des typologies de clients très diverses. Donc, on se connecte sur la plateforme, on crée son compte, on a toutes les informations du projet immobilier. Il faudra passer un KYC, donc s'identifier, faire vérifier son compte par notre établissement de paiement. Et on peut régler son... Alors, pour l'instant, c'est des fractions, puisque le token n'est émis qu'une fois que l'opération est terminée. On choisit le nombre de fractions de 50 € qu'on veut ajouter au panier. Et on règle par virement, par CB ou par crypto. On n'a pas activé le chèque, c'est trop pénible à gérer. Super, merci beaucoup Mehdi. Avec plaisir. Donc, voilà. Moi aussi, si vous avez des questions, à votre service. J'ai une question. Moi, je vais poser une question, puisqu'en fait, donc, la fiducie sûreté est un droit qui est un contrat qui est très intéressant parce que c'est un vrai contrat de propriété sur l'actif et c'est très astucieux d'être passé par là. Bon, vous avez fait un premier bien. Vous êtes allé travailler sur un premier bien à Niort. Voilà. Est-ce que vous allez vous concentrer, enfin, est-ce qu'il y a une typologie de biens sur lesquels vous allez vous concentrer aujourd'hui par rapport à d'autres plateformes qui sont sur d'autres typologies de biens, hein? Jean-Marc, pour rien révéler, a fait de l'immobilier classe C aux États-Unis et maintenant va vers de l'immobilier de meilleure qualité avec des partenariats. Vous, qu'est-ce que vous choisissez? Parce que je sais que vous avez une particularité là-dessus et vous avez même 2-3 minutes pour qu'on en parle. Alors, avec plaisir. Donc, la première verticale, effectivement, qu'on adresse, ce sont des immeubles et la cible prioritaire, c'est des biens sur lesquels il y a une rénovation énergétique à réaliser. Donc, ça, c'est vraiment notre verticale prioritaire parce que c'est... alors, c'est dans nos statuts, hein, on cible d'être sous 3 ans une entreprise à mission. Voilà, donc, on a un apport sociétal, ça, c'est notre dimension... notre contribution au sujet environnemental, et puis on en a un troisième à travailler qui est le côté gouvernance. Voilà, donc ça, c'est effectivement la verticale prioritaire. Ceci dit, nous, on veut être un modèle d'adoption. J'ai parlé de ma mère, voilà, donc je dirais que j'ai parlé d'elle quand même aux 20 ans de Montaigne. Donc ça, c'est le côté adoption au niveau des clients, mais on a aussi l'ambition d'accompagner de l'adoption au niveau du secteur. Donc aujourd'hui, c'est un peu tôt pour nous parce qu'il nous arrive plein de choses bien, et encore merci Louis pour l'invitation.
Il y a plein de gens qui viennent nous voir. On a des gens qui travaillent sur des parcs hôteliers, des gens qui travaillent sur des parcs de co-living. On a parlé d'un autre projet plus exotique avec Louis à une époque. Donc effectivement, on est ouvert à diversifier. Simplement, il y a ce qu'on gère nous en direct, qu'on maîtrise bien. Voilà, typiquement l'immeuble qu'on a acheté, enfin qu'on va acheter, qui est sous compromis avec une réno énergétique, c'est vraiment le cœur de l'expertise, entre autres, de Guillemette, qui connaît très bien ce genre de sujet. Donc on veut démontrer sur ce qu'on maîtrise parfaitement en interne, et puis derrière élargir effectivement à d'autres types d'actifs, mais en s'appuyant sur des gens qui sont experts. On n'a pas la prétention de tout savoir. Voilà, mais donc on voudra effectivement accélérer en diversifiant. Merci beaucoup, Mehdi. Voilà, bravo encore.